L'étape du jour, jalonnée de longs champs de tournesol et de blé, qui s'étendent à l'infini, emprunte des petites routes de campagne en direction d'un site historique étonnant et pas simple d'accès. Aujourd'hui, c'est férié et nous traversons des villages déserts. Tout est fermé. Pas simple donc de trouver un endroit pour casser la croûte ce midi. Nous voyons chercher en vain quelque chose d'ouvert, un habitant rencontré par hasard a donné un coup de fil et un cuistot enfourché son vélo pour venir à notre rencontre et nous conduire dans son restaurant, le seul ouvert de la ville. En fait, comme aujourd'hui c'est férié apparemment dans le pays, on a beaucoup de mal à trouver de quoi se restaurer. Et en s'arrêtant à l'entrée du village, enfin de la ville, on a rencontré des gens. Le restaurant était fermé et puis en fait ils ont appelé un de leurs collègues qui est venu nous chercher en vélo. Donc on a fait la course en vélo pour venir jusqu'à son restaurant. Et j'espère qu'on va bien manger maintenant et bien boire. Après hésitation, ce sera finalement un shashlik au barbecue, histoire de reprendre des forces. Le thermomètre avoisine les 40 degrés et les pauses rafraîchissantes deviennent indispensables. Dans un petit village enchâssé entre deux montagnes jaunes, les habitants se sont retrouvés sur la place de la Fontaine pour discuter en mangeant les épis de maïs grillés qu'un vendeur ambulant fait cuire sur le bord de la route. L'objectif du jour est d'atteindre le site de Nemrut Daghi à 2100 mètres d'altitude. Il s'agit d'un tombeau sanctuaire dont la route d'accès est très pentue et notre petit camion d'assistance, Popeye, est à la peine. Dans cette étuve, le moteur chauffe et finalement, Eric lui demandera de renoncer par sécurité. Les motards, quant à eux, une fois arrivés à la fin de la route qui monte jusqu'à l'incroyable monument funéraire, vont tenter l'ascension finale à pied, sous un soleil caniculaire. Bruno est en galère pour hisser sa carcasse au sommet, mais il ne lâche rien, en hommage à son frère qui s'est retrouvé sur un fauteuil roulant du jour au lendemain, sans que personne ne comprenne pourquoi. Écoute, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Putain. Début de voyage, j'aurais même pas fait. Impensable. Là, je suis mort. Et j'ai fait ça pour mon frangin. Depuis plus de 2000 ans, ce tumulus hors du commun dont personne ne sait comment il a été érigé trône sur un des plus hauts sommets à l'est de la Turquie et mérite vraiment le détour. Les irréductibles ont décidé de prendre une petite piste de montagne pour rejoindre la ville de Erzurum.
Désormais, à Erzurum, où l'on devait récupérer nos visas iraniens au consulat local, une mauvaise nouvelle nous attend. Le pays s'est refermé pour cause de manifestations antigouvernementales. On se réunit donc pour trouver un plan B afin de contourner la mer Caspienne. On avait les visas organisés, notre guide nous attendait à la frontière et on a changé les plans parce que c'est un peu compliqué en Iran en ce moment, avec les manifestations dans le sud qui commencent à monter vers Kermanshah, Isfahan, etc. Donc on doit contourner l'Iran. On ne peut pas passer par le sud, on ne peut pas passer par la Géorgie parce que ça veut dire qu'il faudrait un visa triple entrée en Russie, on ne peut pas. L'Azerbaïdjan est fermé, donc on met nos véhicules sur 2 camions qu'on charge ici à Erzurum, on les envoie à Nukus, qui est au nord de l'Ouzbékistan, et on les rejoint par avion. Il y a donc 2400 km que nos motos devront faire dans un camion entre Erzurum et Nukus. Et pendant ce temps, nos motards devenus piétons explorent les trésors de l'Ouzbékistan. Le gars, il te prépare le pain, il va te le coller contre la paroi du mur comme ça. C'est génial. Avant de redevenir motards, les irréductibles vont partir en 4x4, explorer le nord de la province du Karakalpakstan jusqu'au bord de la mer d'Aral. L'avidité humaine a tué cette mer au fil du temps. En 60 ans, elle a perdu 90% de sa surface. D'ici peu, elle redeviendra sans doute un désert. Durant 3 jours, les gars découvrent ce gâchis immense et ont le privilège d'aller se baigner dans ce qui reste de la mer d'Aral. Enfin, nos 12 Africa Twin ont été livrés en camion au nord de l'Ouzbékistan, à Nukus. Le staff T3 s'active à décharger les bécanes qui sont en parfait état de marche. Dans le deuxième camion, on récupère également notre camion Popeye et notre 4x4 Sherpa. Le gang des irréductibles va pouvoir retrouver le sourire et poursuivre son odyssée vers l'océan Pacifique. La traversée de l'Ouzbékistan sur 1500 km se fait en mode express sur 3 jours, avec malgré tout quelques belles rencontres lors de nos arrêts. Il fait une chaleur étouffante, mais le groupe tient bon. Cette longue expédition nécessite une bonne gestion des pneumatiques, et avant d'attaquer l'Asie centrale, nous changeons nos gommes Michelin pour des Anaki Wild à crampons, plus adaptés aux grandes pistes sauvages qui nous attendent. On peut le ressentir un peu là ? Ouais, très bien.
Le Kirghizistan est le paradis des voyageurs en quête d'aventure, de grands espaces et de vie partagée avec les nomades. Entre Djalalabad et Kazarman, c'est Bruno qui s'arrête en bord de piste pour tenter de comprendre le métier d'apiculteur kirghize. Donc on est paumé dans la pampa, je sais même pas où on est. Ils m'ont mis un chapeau ridicule pour aller voir des abeilles. Cette région du globe est réputée pour être celle qui produit le meilleur miel du monde. Cavaliers et motards ont toujours eu plaisir à se croiser et à échanger sur l'utilisation de leur monture. Ici, sur les hauteurs de Baïtov, Thierry teste la version vivante de la moto kirghize. À son retour, le berger s'intéresse au réglage de son cheval mécanique. Mais ce petit groupe de bergers reste épaté par le très long trajet dessiné sur nos valises et que les irréductibles tentent de parcourir. Eric et sa bande arrivent sur le site historique de Tash Rabat, un caravansérail du XIVe au fond d'une vallée. Pendant que François se baigne dans le ruisseau glacé, chacun s'installe sous les yourtes pour une nuit fraîche à 3000 mètres d'altitude. C'est le réconfort après l'effort. Une yourte aussi confortable, c'est vraiment agréable. Et on a un lit, c'est une invitation. Il faut dormir. Ah oui, grave. Ce soir, on est à 3000 mètres d'altitude. Il fait un petit peu frisqué. Et c'est la première fois qu'on a froid depuis qu'on est parti, parce qu'on a eu très chaud jusqu'à maintenant. Donc je sors mes petites affaires d'hiver. Donc mon petit legging en poil de mérinos, très chaud. Voilà. Et puis pareil, je vais sortir ma doudoune en plume. Donc on se met en mode presque hiver là. Notre ami suisse, Alain, a été diagnostiqué avec un sévère diabète, 6 mois avant le voyage. Sa vie est donc entre les mains de notre paramédic Joël, qui prend soin de sa réserve d'insuline et veille au grain. Alors dans cette glacière, il y a les médicaments qui doivent être conservés au froid et principalement les médicaments d'Alain, donc toute l'insuline et tout le matériel annexe dont il a besoin pour l'expédition. Donc il y a 3 mois de soins et il y a également cet équipement-ci qui permet de lui sauver la vie s'il faisait un choc insulinique. Donc voilà, on a tout ce matériel, tous ces médicaments doivent absolument être tenus au froid tous les jours, et le jour et la nuit, et ne doivent absolument pas être congelés. Donc voilà, c'est un peu notre challenge. On est avec cette glacière et j'y pense dès que je me lève et j'y pense jusqu'à ce que j'aille dormir. Bon. Après un réveil plus que frisquet, chacun vaque à ses occupations lors de ce bivouac installé chez les nomades, dans un village de yourtes au cœur d'un décor de rêve. Et là, je m'empresse de sortir les gants, foulard pour les mettre près du poêle à l'intérieur. Pour éviter d'avoir trop froid tout à l'heure. Ah ouais. Aujourd'hui, on gratte. Super. Bon, la douche, on oublie là. J'adore le camping, moi. C'est pour ça que je suis venu jusque-là. Dans une salle de bain. La plus grande salle de bain que j'ai jamais connue. N'est-ce pas? Dans un cadre somptueux.
c'est reparti vers le nord, en direction d'un autre site naturel somptueux au Kirghizistan, mais qui nécessite d'abord de franchir l'impressionnant col des 33 perroquets. C'est là-bas. Faut y aller. Faut y aller. Ça monte bien droit. Hein. Mais bon, ouais, on va le faire. En haut, c'est une demi. Aujourd'hui, notre ami suisse est fatigué et se prend 3 gamelles d'affilée lors de l'ascension du col. Ouais, j'ai toujours le sourire, moi, parce que quand j'ai rien de casse avec mon fou, hein. Le groupe veille sur Alain et l'accompagne dans sa galère pour l'aider à passer ses 33 virages techniques sur la piste défoncée. Le décor est grandiose quant à lui. Au sommet, les IREC sont solidaires et l'attendent pour le féliciter. La belle aventure continue. Allez, pour le plaisir, on va la refaire. Il n'y a pas une petite bière pour lui. Allez, go. Il y en a en prêt pour lui. La première une. En fait, on s'est fait avoir. Ouais. On s'est fait avoir, il n'y a que 32 virages. Je vous ai compté. Extra. Bon alors, Il est fort. Hein. une bonne pelle, ça fait du bien. Le lac de Songkhul est un paradis sur Terre, loin de toute infrastructure humaine. Caché à 3000 mètres d'altitude au cœur du massif du Tian Shan, il constitue la plus grande réserve d'eau douce naturelle du Kirghizistan. Pour nous, c'est juste une étape de rêve parmi les éleveurs nomades kirghizes. Ce soir, on dort à nouveau sous les yourtes. Comme beaucoup de dîners, celui de ce soir est encore un vrai moment de bonheur sous une grande yourte chaude et conviviale. Les irréductibles ressemblent à des motards heureux, loin de leur zone de confort et de leurs soucis du quotidien. Demain, ils rouleront vers Bishkek, la capitale du pays, en espérant obtenir leur visa pour le Kazakhstan. Cela fait plus de 2 mois qu'Eric et son équipe se battent pour obtenir le visa kazakh que tout le monde dit impossible à décrocher. Le pays est fermé depuis 2 ans en raison de la pandémie et donc les touristes ne sont pas les bienvenus dans ces circonstances. En attendant ce premier sésame, on profite de la pause à Bishkek pour réviser les motos avant les grandes steppes, l'immense taïga et les autres obstacles qui nous attendent. C'est vrai? C'est gagné. Eric a obtenu dans la nuit les visas pour le Kazakhstan et la Russie. La route s'ouvre enfin aux irréductibles, au moins jusqu'à Vladivostok, au fin fond de la Sibérie, sur les bords de l'océan Pacifique. J'ai expliqué à la jeune fille tout le trajet qu'on avait fait. You have an Instagram? Pardon? What do you Instagram or Facebook. Yes. That's good. Can you Yes. write me? If you want. Alors je sais pas comment je vais lui donner mon Facebook, moi. Ces motards sont les premiers visiteurs étrangers au Kazakhstan depuis 18 mois de pandémie. Ce fut complexe, mais ils sont passés. Parce que justement, ça fait quasiment 2 ans qu'ils n'ont pas vu de touristes et quand ils ont vu qu'on avait le visa le jour même et qu'on est passé donc à la frontière le jour même, ils ont cru que c'était une blague et donc à un moment, ils nous ont bloqués. Donc bon, là, c'était un petit peu compliqué. L'expédition progresse dans les grandes étendues kazakhes
à la recherche de pistes poussiéreuses pour se défouler avec les bécanes. La catégorie des mototrails, comme l'Africa Twin, est à nos yeux la meilleure machine pour explorer le monde, car c'est souvent quand le goudron s'arrête que le voyage commence. Et le plaisir pour un motard, c'est sacré. Excellent, je suis vraiment content. Là, on a vraiment trouvé un endroit vraiment sympa. La réserve naturelle, là, elle est vraiment adaptée. On s'amuse bien avec l'Africa Twin dessus. C'est le bonheur. Allez, départ dans 3 secondes, on y retourne. On a roulé gentiment, tu vois, tranquillou, avec une bonne distance de sécurité. Le sol est bien sec là, c'est parfait. Ça roule top. Donc on s'est fait plaisir, voilà. Un petit peu de défoulement, ça fait du bien. Hein, de temps en temps, faut débrancher un peu le cerveau et puis on avance. Jamais. Non, mais Alain nous a fait une petite leçon donc, de comment rentrer dans le sable et comment sortir du sable. Avec un petit filet. Tout Un petit faux filet. filet ou un Ce qui gros compte, filet c'est le filet de gaz. Pas du filet là, c'était plutôt Petit du filet pour sortir gentiment. Faut Mais des sortir, fois, il faut mettre un gros filet quand même, parce que ça passe C'est pas pas. vraiment du filet là, il faut y aller quand même. Aujourd'hui, 1er septembre, et après près de 2 mois de roulage, les joyeux irréductibles partent en direction de la ville kazakh de Sommeil, au nord-est du pays. Et voici Tom Cruise dans Iron Man. Bon, allez, c'est parti. C'est de là, par un petit poste frontière, qu'ils rentreront demain en Russie. Un petit sandwich pour tenir la journée. Yes, on est content. Bah là on est au bord de l'autoroute au Kazakhstan, on va vers le nord et on a rencontré des motards qui vont aussi vers le nord avec une Harley, une Katoche et puis une Ducati. Ça c'est sympa, les Kazakhs. Hello, from Kazakhstan. Kazakhstan. C'est les premiers motards kazakhs qu'on rencontre. Allez, on va voir comment les motards. Les riders de Kazakhstan. En plus de son importance culturelle, le cheval est un des principaux secteurs d'économie du Kazakhstan. Les 185 millions d'hectares de steppe favorisent son élevage, à l'image de la Mongolie toute proche. Ces espaces infinis enchantent nos riders et constituent pour eux un vrai privilège de pilotage, perdu au milieu de nulle part. Le plus grand souvenir que j'aurai de ce voyage, c'est ces étendues sans fin. Faut pas dire qu'ils se ressemblent. Faut pas dire que ça se ressemble. Et c'est un éternel recommencement, c'est magnifique. Je perçois la sensation qu'on est une poussière dans l'univers, mais qu'en même temps, on en est des éléments indissociables les uns des autres. Donc à la fois la notion de liberté où tout est possible, parce que l'espace est infini, mais qu'en même temps, on n'est rien du tout. Sur une route défoncée et encombrée de travaux, François a crevé et Popeye, qui fait office de camion-balai, arrive à la rescousse. Les crevaisons sont rares et tout le monde s'active donc dans la bonne humeur à réparer le pneu, tandis que quelques curieux s'approchent des machines. Je suis passé dans un trou, ça c'est sûr, 2 fois de suite là, et tout de suite après, ça s'est mis à guidonner devant, donc je me suis arrêté rapidement. Et voilà, donc pour l'instant on est en train d'essayer de le refaire, mais le pneu ne colle pas sur la jante et donc il y a un problème.
Et la jante, elle est pas déformée, toi. Je vois pas de. Comme tu as un caoutchouc qui frotte sur du métal, ouais, ça bloque un peu. Si tu mets du caoutchouc, ça va glisser plus facilement pour te remettre en place. Bon, et alors avec tonton Jean-Marc, on fait pas de selfie. Alors c'est quoi cette connerie là? Allez les gars. Allez. La pluie n'est jamais un obstacle au voyage à moto, juste une petite déconvenue qui se gère avec un bon équipement de protection afin de garder la peau au sec, histoire de se concentrer sur le plaisir du pilotage à travers ces grands espaces. Et puis on ne peut pas se plaindre, car on a la chance d'avoir accès à des équipements performants, alors que les motards locaux gèrent parfois le froid et la pluie avec ce qu'ils peuvent. Dans tous les cas, quelle que soit la météo, la moto c'est aussi et surtout un formidable vecteur de découverte et de rencontres. Nos bécanes font l'attraction partout où nous nous arrêtons, même quelques minutes. Les irréductibles entrent enfin en Russie grâce à un bon contact au ministère des Affaires étrangères. C'est un très grand jour pour ces motards qui peuvent désormais rouler vers le Pacifique sans aucune autre frontière. On est sous le Graal, pas tout à fait encore. On n'a pas le Japon, mais quand même, on va aller à Vladivostok, top. Comme un peu partout en Asie centrale, les Russes n'ont pas vu de visiteurs étrangers depuis presque 2 ans. L'étonnement passé, l'accueil est donc très chaleureux. Après quelques photos sur le parking du petit poste frontière, les Irecs reprennent la route. Il reste aujourd'hui 300 bornes vers la ville de Barnaoul. C'est exceptionnel, on vient de rentrer en Russie. Depuis des mois, on nous dit c'est impossible, la Russie est fermée, le Kazakhstan est fermé. Et si la porte est fermée, il y a toujours les fenêtres. Donc là, on est passé par la fenêtre.